Et si la plus grande révolution de notre système énergétique était invisible? C'est une idée un peu folle, non? Pourtant, aujourd'hui, on va explorer une force de transformation qui est absolument massive, mais bien souvent négligée. Voilà une question qui peut paraître un peu étrange, c'est vrai. Quand on pense énergie, on imagine tout de suite d'immenses barrages, des champs d'éoliennes à perte de vue ou des fermes solaires gigantesques. Mais en réalité, la plus grande ressource qu'on a, elle est peut-être beaucoup, beaucoup plus subtile. Eh bien, la réponse est oui. Elle est invisible. Parce que la première source d'énergie la plus propre, la moins chère de toutes, c'est tout simplement celle qu'on n'a même pas besoin de produire. C'est l'énergie qu'on ne gaspille pas. Autrement dit, l'efficacité énergétique. Alors, voilà le programme pour aujourd'hui. D'abord, on va définir ce qu'est ce pouvoir caché de l'efficacité. Ensuite, on verra comment ça s'applique à nos transports. Puis, on passera à la refonte industrielle dans nos usines. Et enfin, on verra comment tout ça s'assemble pour alimenter un monde plus intelligent. Allez, on plonge dans le vif du sujet. L'efficacité énergétique, on en entend beaucoup parler, c'est un pilier de la stratégie énergétique moderne. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Pour faire simple, c'est l'art d'utiliser l'énergie de la manière la plus intelligente possible. L'idée, ce n'est pas de se priver ou de revenir en arrière, pas du tout. C'est de faire mieux avec moins. D'être plus malin dans la façon dont on consomme, que ce soit pour se déplacer, pour fabriquer un objet, ou même juste pour chauffer une pièce. Et pour bien comprendre l'ampleur du truc, regardez ce chiffre. 10%. On pourrait réduire la consommation électrique mondiale de 10%, juste en modernisant les vieux moteurs dans nos industries. C'est un potentiel absolument colossal qui est là, juste sous nos yeux, et qui ne demande qu'à être utilisé. Maintenant, prenons un exemple que tout le monde connaît et qui illustre ça parfaitement. La voiture. C'est vraiment à l'avant-garde de cette révolution de l'efficacité. Là, la différence est juste spectaculaire. Un moteur à combustion interne, au fond, c'est une sorte de radiateur très complexe. Son boulot principal, c'est de produire de la chaleur, et le mouvement, c'est presque un effet secondaire. À l'inverse, un moteur électrique, lui, il est conçu pour une seule chose, le mouvement. Et quand on regarde les chiffres de rendement, plus de 90% pour l'électrique, contre à peine 30% pour le thermique, on comprend tout de suite qu'un véhicule électrique utilise l'énergie de façon bien plus intelligente. Ok, c'est bien beau de comparer les moteurs, mais c'est une objection qu'on entend souvent. Il faut regarder l'image complète. Qu'en est-il de toute la chaîne énergétique, depuis la production de l'énergie jusqu'à la roue qui tourne sur la route? Et pour ça, il y a un outil. Ça s'appelle l'analyse du puits à la roue, ou well to wheel en anglais. C'est une méthode qui permet de mesurer l'efficacité sur l'ensemble du parcours, depuis la source d'énergie primaire, que ce soit un puits de pétrole ou une éolienne, jusqu'à la puissance qui fait vraiment avancer la voiture. Et là, quand on regarde les résultats, eh bien, il n'y a pas photo. Même en incluant toutes les pertes liées à la production et au transport de l'électricité, un véhicule électrique à batterie arrive à utiliser plus de 70% de l'énergie de départ. Comparez ça avec l'hydrogène, ou les fameux e-carburants, ces carburants de synthèse, où les multiples étapes de conversion sont si gourmandes en énergie que finalement, seul un tout petit pourcentage arrive vraiment jusqu'aux roues. La conclusion est claire. L'électrification directe, c'est tout simplement le chemin le plus efficace. Et de loin. D'accord, donc on a vu ça pour les voitures. Maintenant, appliquons exactement la même logique, mais à une échelle beaucoup plus grande, celle de nos usines, le secteur industriel, un des plus gros consommateurs d'énergie au monde. Alors, comment on fait dans l'industrie? Eh bien, ça peut se résumer en 3 grandes actions à fort impact. Premièrement, il faut faire un audit énergétique. En gros, savoir où part l'énergie pour identifier le gaspillage. Deuxièmement, il faut moderniser les équipements, remplacer les vieux moteurs inefficaces par des moteurs à haut rendement. Et troisièmement, connecter tout ça. Utiliser des capteurs, des logiciels pour tout surveiller en temps réel et optimiser l'utilisation de l'énergie. C'est transformer la donnée en économie. Et cette citation d'un des responsables d'ABB, un géant du secteur, le dit très bien. Il explique que les premiers 50% de réduction sont rentabilisés en moins d'1 an, vu les prix de l'énergie actuelle. C'est bien plus rapide, par exemple, que d'installer des panneaux solaires. Ça nous rappelle un point crucial. L'efficacité, ce n'est pas juste un truc pour l'écologie. C'est avant tout une décision économique hyper rentable. C'est l'une des actions climatiques les plus intelligentes financièrement. Ok, on a parlé des voitures, on a parlé des usines. Maintenant, on va prendre encore plus de recul et regarder comment toute cette logique d'efficacité peut transformer l'ensemble de notre réseau énergétique. Pour pouvoir comparer le coût réel des différentes manières de produire de l'électricité, les experts ont un outil, le LCOE, ou coût actualisé de l'énergie. C'est un peu le coût tout compris. Ça prend en compte la construction de la centrale, son fonctionnement, son carburant et même son démantèlement à la fin. C'est la seule façon d'avoir une comparaison vraiment juste entre, disons, le solaire et le nucléaire. Et ce tableau, il nous montre une véritable révolution silencieuse qui est en cours.
Aujourd'hui, si on doit construire une nouvelle centrale électrique, les options les moins chères, ce sont l'éolien terrestre et le solaire. Leurs coûts se sont littéralement effondrés ces dernières années, à tel point que dans certains endroits, il est maintenant moins cher de construire une nouvelle centrale solaire que de simplement continuer à faire tourner une vieille centrale à charbon. C'est un basculement économique fondamental. Oui, mais c'est l'argument qu'on entend tout le temps. Les énergies renouvelables, c'est bien joli, mais c'est intermittent. Le soleil ne brille pas la nuit, le vent ne souffle pas en permanence. Alors comment on fait pour gérer ça et avoir un réseau stable? La réponse, en fait, elle est dans une synergie très intelligente avec ce dont on a parlé juste avant. Voici la technologie Vehicle to Grid, ou V2G. L'idée est de transformer chaque voiture électrique en un mini-acteur du réseau. Au lieu d'être juste des consommatrices passives, elles deviennent actives. Imaginez un peu, des millions de batteries sur roues qui, pendant la journée, se gorgent d'électricité solaire pas chère quand elle est surabondante. Et le soir, quand tout le monde rentre à la maison et que la demande explose, ces mêmes voitures peuvent réinjecter un peu de cette électricité dans le réseau. Elles deviennent une sorte de batterie virtuelle, géante et décentralisée qui stabilise tout le système. Et l'impact potentiel est juste énorme. En gérant intelligemment cette flotte de véhicules électriques, on pourrait améliorer l'utilisation des énergies renouvelables de près de 30%. Le V2G, c'est plus qu'une simple gestion d'intermittence. Ça transforme ce qui était un problème en un véritable atout. Le réseau devient non seulement plus propre, mais aussi beaucoup plus efficace et beaucoup plus résilient. Et c'est ça le point final. Au fond, les technologies pour construire un monde à la fois moins cher, plus propre et plus intelligent, on les a déjà. Elles sont là, elles sont matures et comme on l'a vu, elles sont rentables. De l'efficacité d'un simple moteur électrique jusqu'à l'intelligence d'un réseau tout entier, toutes les pièces du puzzle sont sur la table. La vraie question, ce n'est plus de savoir si c'est possible. La seule question qui reste, c'est de savoir à quelle vitesse on choisit de le construire.